Bonjour à tous. Nous terminons notre série de tutos sur la préparation d'une soirée d'astrophoto du ciel profond par deux aspects. Le premier aspect, ça va être le cadrage. On va donner quelques exemples et notamment voir comment on peut cadrer au mieux via un outil comme Lina. Et ensuite, on parlera de stratégie, donc de prise de vue, voilà, en objectivant autant que faire se peut les durées des temps de pause unitaires et également la durée d'exposition totale. Bien, commençons par le cadrage. Alors, cadrer finalement une image, c'est faire quoi? C'est déterminer finalement le centre de notre image, c'est-à-dire positionner le centre du capteur sur la zone de ciel adéquate, on va dire, et également estimer un angle de rotation de la caméra qui va nous permettre de composer au mieux avec l'objet qu'on veut photographier, hein. Parfois, on fera rentrer une galaxie sur la diagonale du capteur parce que c'est là qu'on trouvera un maximum de longueur. Parfois, on voudra voilà, décaler un objet, on va dire principal, pour venir capter un objet secondaire. Donc, il y a plein de possibilités de décaler à la fois le centre de l'image et de peaufiner l'angle de rotation de la caméra. Alors, tout d'abord, ce qui va être fondamental, c'est de s'assurer que la cible qu'on vise, eh bien, sa taille est cohérente avec le système optique dont on dispose, qui est composé en fait d'une grandeur focale et également d'une taille de capteur, qu'on appelle respectivement F et L dans la suite de la présentation. Alors la représentation classique en astrophotographie, en optique, hein, en général, c'est de dessiner notre capteur. Donc on trouve un capteur de taille L ici en vert. Ensuite, on a donc une distance focale qui vaut grand F et un angle alpha qui va marquer finalement le champ de notre système caméra-instrument et qui va donc nous permettre d'objectiver la portion de ciel qu'on peut couvrir à l'aide de notre dispositif et voir ce qu'on peut y mettre, hein. Il y a certaines nébuleuses qui sont extrêmement étendues, on ne pourra pas les loger intégralement dans un capteur si on a une focale trop élevée par exemple, ou si on a un capteur de taille trop faible. Voyons ça de manière plus formalisée. Cet angle alpha, donc on exprime en radians, si on fait un peu de trigonométrie, on peut dire que eh bien, sa moitié, alpha sur 2, eh bien, si on prend la tangente, ça va être égal à L sur 2 divisé par la partie cosinus, c'est-à-dire grand F. D'accord? Donc on a, pour le dire différemment, eh bien que alpha sur 2, c'est tangente moins 1 de L sur 2F. Ou si on utilise une approximation en considérant que L sur 2F est très petit, eh bien on va avoir la tangente moins 1 de cette quantité-là qui va être égale finalement à peu près à la quantité. Et on va se retrouver avec alpha exprimé en radians à peu près égal à L sur F. Ça, c'est un alpha, donc encore une fois, qui est en unité de radian. Si on veut exprimer alpha en degrés, comme c'est souvent le cas, puisque très souvent, en fait, on a des degrés, arc minute et arc seconde en astrophotographie, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la quantité en radians, c'est-à-dire L sur F, donc encore une fois, la largeur du capteur divisée par la focale, fois un facteur de conversion qui est 190 divisé par pi, et ce qui nous donne une formule relativement connue, hein, 57,3 fois L sur F. Et là, on voit que notre champ en degrés, il est quoi? Il est proportionnel à la taille du capteur. Plus finalement la taille du capteur est grande, bah, plus on va pouvoir y inscrire, on va dire, des objets étendus, et inversement proportionnel à la focale. Plus on a une focale importante, hein, plus on va grossir et plus on va réduire forcément donc notre champ de système optique. Voilà, donc ça, ce sont on va dire les deux leviers qui vont intervenir. Et quand on vise un objet, bah, la première question qu'on se pose, on peut le faire quantitativement, et puis on verra ensuite comment on y répond d'une manière plus empirique en utilisant des outils. Eh bien, est-ce que le champ de l'objet est inférieur au champ de notre système optique? Pour le dire différemment, est-ce que l'objet rentre sur le capteur? Alors, on se donne ici un exemple qu'on va décliner sur finalement deux cibles, deux galaxies qu'on envisage.
On a un télescope qui fait 1 mètre de focale, une caméra dont donc la taille du capteur vaut 22,3 mm, et on va supposer, pour simplifier les choses, qu'on a un capteur qui est carré. Et si on fait le calcul qu'on a indiqué ici, 57,3 fois L sur F, on va obtenir donc un champ de notre système optique qui va valoir 1,28 degrés. On s'intéresse maintenant à la galaxie d'Andromède. Donc c'est un objet qui est connu pour être particulièrement grand et compliqué, on va dire, à capter entièrement avec un système optique, on va dire, enfin standard. Évidemment, si on a des focales petites, ça pose pas de souci, mais on va voir que dans notre cas, ça pose souci. On a le champ de notre objet qui fait 3,15 degrés croix 1,03 degrés. Et ce qu'on constate, c'est que finalement la partie la plus étendue de la galaxie d'Andromède, si on la compare à une ellipse, on va dire la partie qui correspond au grand axe, eh bien, qui fait 3,15 degrés donc de champ apparent, on ne peut pas finalement la contenir dans les côtés de notre capteur qui valent 1,28 degrés. Et même si on voulait la placer sur la diagonale, on aurait un facteur avec Pythagore, racine de 2 fois 1,28 degrés, ça ne suffirait pas donc à dépasser les 3,15 degrés, donc qui représentent la longueur la plus élevée en fait de la galaxie. Donc en résumé, M31, la galaxie d'Andromède, ne peut pas être photographiée en entier via le dispositif dont on dispose. Alors regardons maintenant une deuxième donc galaxie, M33, la galaxie du triangle. Là, on n'a pas du tout les mêmes dimensions, elle est beaucoup plus petite, beaucoup moins étendue, cette galaxie. Donc on a un champ d'objet qui est de 1,15 degrés croix 0,69 degrés. Et là, on constate que effectivement 1,15 degrés, c'est plus petit que la taille du côté du capteur. Et même chose pour 0,69 degrés, c'est plus petit que la taille du côté du capteur. Ce qui veut dire que M33 peut, elle, être photographiée en entier avec notre dispositif. Alors, donc on a différentes possibilités pour plus empiriquement, on va dire, répondre à cette question-là. On n'est pas systématiquement amené à faire des calculs, mais c'est bien de les comprendre, ces calculs, pour savoir si un objet peut être photographié en entier ou pas. On a des outils comme Stellarium, comme Nina, comme Telescopius, qui sont des logiciels qui vont vraiment nous aider à répondre à cette question-là. Je vais par exemple ouvrir Nina et on va voir donc exactement ce qu'on vient de dire sur M31, c'est-à-dire sur Andromède, que eh bien on ne pourra pas photographier intégralement cette galaxie et on prendra l'exemple de M33 et on verra effectivement qu'on peut loger cette galaxie dans le capteur. Voilà, donc on est sur Nina. Ce qui va m'intéresser, je ferai une présentation dans un tuto dédié, donc une présentation rapide de la solution Nina. Là, je vais vraiment aller à l'essentiel. Ce qui va m'intéresser, c'est travailler avec l'Atlas du ciel et le cadrage, très honnêtement, qui sont deux fonctionnalités très étendues en fait de cet outil avec lesquelles on peut faire beaucoup de choses. Alors, je vais revenir sur ma fameuse galaxie d'Andromède. Donc, je vais dans mon Atlas du ciel, je tape M31, je fais une recherche et je tombe sur M31 et je vais l'envoyer dans mon assistant de cadrage. Je l'envoie dans mon assistant de cadrage. Alors ça met un tout petit peu de temps pour tourner. Et dans cet assistant de cadrage, on va retrouver à la fois donc, la longueur focale de notre dispositif, donc un télescope de 1 mètre de focale, et puis donc ici la largeur et la hauteur de notre capteur. Voilà, et donc ce qui est matérialisé là sous forme d'un rectangle, c'est précisément notre capteur. Et on voit bah, que cette galaxie va complètement déborder du capteur. Elle a finalement un champ apparent qui est beaucoup plus grand que le champ couvert par le capteur. Et même si on fait de la rotation, c'est-à-dire même si on essaie de la mettre ici sur une diagonale, on voit qu'on va largement dépasser en fait la longueur en fait de notre capteur. Donc ici, ce qu'on avait finalement conclu par un calcul chiffré, bah là on peut le voir directement via notre outil. Effectivement, avec ce dispositif, bah, M31 ne peut pas être capté en entier. On va du coup reprendre l'exemple de M33, la galaxie du triangle. On fait une recherche. Voilà, donc je vais pareil l'envoyer dans l'assistant de cadrage, donc il mouline un petit peu. Et il va donc du coup
nous positionner le capteur enfin, sur l'image en particulier, donc de M33, ce qui est quand même très utile. Voilà, ça y est, c'est fait. On peut un peu grossir, clac, pour visualiser un peu mieux. Et là, on voit en effet qu'on a M33 qui peut être complètement contenu dans notre capteur, hein. Donc, avec notre dispositif, on peut la capter en entier. On peut aussi mieux faire, c'est-à-dire qu'en jouant sur la rotation de notre caméra, hein, on pourra faire en sorte, voilà, de mettre finalement le côté le plus long de l'objet sur la longueur en fait du capteur. Et ainsi, en choisissant une rotation de notre caméra de 65 degrés, eh bien, on sera à même de capter de manière satisfaisante et on va dire optimale cet objet, hein. Donc ça, je reviendrai un petit peu plus tard. On le fera dans des tutos ultérieurs sur la manière en fait de positionner une bague angulaire sur notre porte oculaire. Ça, c'est vraiment un objet très utile qui va nous permettre de régler la rotation de la caméra et de pouvoir cadrer au mieux, parce qu'encore une fois, cadrer, c'est à la fois positionner le centre d'un capteur, c'est-à-dire faire bouger notre capteur de telle manière à ce que euh, l'objet soit positionné au sein du capteur comme on l'entend. Donc c'est à la fois positionner donc le centre de notre capteur sur le ciel, là où on veut le mettre, et c'est aussi bien sûr choisir un angle de rotation qui nous permettra de capter au mieux, enfin d'objectiver au mieux notre objet. Ici, dans ce slide suivant, on insiste notamment sur ces deux aspects-là, c'est-à-dire bouger, déplacer en fait le centre du capteur sur la portion de ciel souhaitée, et également en fait travailler sur la rotation la plus adéquate. Donc ici, encore une fois, on prend un objet, hein, un objet particulièrement étendu qui nous oblige à faire des compromis. Donc ça, c'est la nébuleuse du cœur, Melotte 15. On voit que avec notre dispositif, on est loin de la couvrir intégralement, mais ce qu'on va pouvoir faire, c'est déplacer donc le centre de notre capteur de manière à pouvoir capter à minima des zones intéressantes de cette nébuleuse, là où on va avoir des portions d'hydrogène qui vont venir côtoyer des portions de sel plus obscures pour avoir davantage de contraste et des formes intéressantes à capter. Une chose aussi qui est très pratique avec Nina, je vais donner une petite démonstration très rapidement après, c'est la composition de mosaïques, hein. On a dit tout à l'heure qu'avec le dispositif avec lequel on travaillait, c'était pas possible de capter intégralement Andromède. Bah, dans ce cas, ce qu'on peut faire, c'est prendre plusieurs panneaux d'Andromède et puis ensuite a posteriori les assembler de manière à faire une mosaïque. Et en faisant ça, on arrive à capter intégralement l'objet, même si on a une focale qui est très importante au regard du champ apparent de l'objet. Alors j'illustre ces notions très rapidement, hein. Je vais aller chercher Melotte 15. Voilà, donc là on est sur Melotte 15. Je vais l'envoyer dans l'assistant de cadrage. Encore une fois, il est en train de mouliner. Je vais remettre mon angle à 0. Voilà, il a trouvé Melotte 15. Nébuleuse du cœur, hein, on voit pourquoi elle porte son nom, hein, elle est vraiment en forme de cœur, ici avec la nébuleuse du poisson. Et donc ce qui peut être intéressant de faire, on voit qu'on n'arrivera jamais en effet avec nos dispositifs de capter l'intégralité du cœur, mais par contre on peut déplacer notre capteur de telle façon à venir capturer ces zones intéressantes, très contrastées, où on va quand même avoir des formes, des lignes apparaître, hein. Donc là, on se donne finalement un autre centre que le centre initialement proposé. Ça, c'est une première chose. Et puis, un deuxième aspect sur les mosaïques et la simplicité des mosaïques avec Nina. Je vais revenir sur Andromède. M31. Et donc, ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est que même en se positionnant sur une diagonale, bah, forcément, on n'arrive pas à faire entrer tout l'objet. Donc, ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est rajouter une mosaïque. Donc, on va rajouter en fait un deuxième panneau horizontal. Et là, on voit qu'on est en train d'étendre considérablement notre champ optique
en finalement procédant en deux temps, en photographiant cette première région du ciel un certain nombre de fois, et puis en photographiant ensuite cette deuxième région du ciel. On va avoir un panneau numéro un panneau numéro 2 qui seront finalement réalisés comme on réalise n'importe quelle astrophoto, c'est-à-dire en empilant un nombre important d'images brutes. Et une fois qu'on aura empilé ces images brutes, eh bien, on viendra assembler ces deux panneaux. C'est ce qui est aussi très important, c'est d'avoir une région d'intersection hein, entre ces deux panneaux, hein, ce qui permettra d'avoir un ajustement le plus souple possible. Souvent, on privilégie un 20, 25, voire 30%. Plus l'intersection est importante, plus évidemment on pourra lisser en fait l'effet d'assemblage des deux panneaux. Hein. Et puis on peut aussi rajouter un nombre plus important de panneaux. Là j'en ai rajouté deux de plus verticaux. Donc on voit qu'on est sur une composition ici donc sur quatre panneaux donc qui va nous permettre voilà de d'étendre très très largement ce champ apparent donc qui est le nôtre. On termine cette partie par un point sur les stratégies de prise de vue. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une stratégie de prise de vue? On est confronté à ça quand on s'est donné finalement un objet à photographier et qu'on veut passer finalement à l'acte. Il va falloir quand même aller plus loin dans le concret et se dire quelle durée totale d'exposition j'envisage. Est-ce que je vais considérer 2 heures d'exposition, 4 heures, 6 heures? Est-ce que je vais faire ça sur plusieurs nuits? À 2 mois d'intervalle, etc. Plein de possibilités. Également un temps de pause unitaire, c'est-à-dire que si je me donne finalement 1 heure d'exposition, est-ce que je fais 60 pauses de 1 minute? Est-ce que j'en fais 120 de 30 secondes, etc. Plein de possibilités aussi. Et ça dépend très fortement de la nature en fait de notre site et notamment de la pollution lumineuse. Ça, j'y reviendrai vraiment en détail. Et puis ensuite, se donner une plage horaire d'acquisition. Ça, on a commencé un petit peu à en parler. Alors, encore une fois, pour rentrer vraiment un peu dans le vif du sujet, on se donne une durée totale d'exposition qu'on appelle DT ici. On va donc se définir un temps de pause unitaire, c'est comme ça qu'on fait en général, hein. Et puis donc du coup, on aura un nombre d'images unitaires fois le temps de pause unitaire qui sera égal finalement à notre durée totale d'exposition. Et on va récupérer finalement à l'issue de cette phase, tout un tas d'images unitaires, des images de 30 secondes, 1 minute, 2 minutes par exemple, qui vont être empilées dans une phase de pré-traitement et qui nous donnera une image empilée finale qui sera ensuite traitée à partir d'un logiciel dédié. Là ici on revient sur, mais je vais aller très vite sur la plage horaire d'acquisition, qui dépend forcément des conditions météo du moment. Si voilà, si on voit qu'on a des nuages entre 11 heures et minuit, on pourra davantage privilégier une prise de vue au-delà de minuit. Si on a, je sais pas, la lune qui se couche à une certaine heure, on fait en sorte de pouvoir photographier après cette heure-là, si c'est possible, bien sûr. On peut aussi s'intéresser à la hauteur de la cible dans le ciel hein, et considérer que si la cible est située en deçà de 25-30 degrés, on a trop de pollution lumineuse par exemple pour pouvoir la photographier convenablement. Donc on arrête dès lors qu'elle est trop basse ou on commence dès qu'elle a passé en fait ce niveau-là. Donc plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte là-dessus. Parlons maintenant de la durée totale d'exposition. Comment est-ce qu'on peut objectiver une durée totale d'exposition quand on se fixe d'imager une nébuleuse, un amas globulaire, une galaxie? Déjà, en fonction de l'astre considéré, on sent qu'on aura besoin de plus ou moins de temps d'exposition. Si on considère par exemple un amas globulaire comme M13, donc l'amas d'Hercule, très lumineux, avec 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures d'exposition, on arrivera à avoir de bons, voire de très bons résultats. Si on est sur une nébuleuse de faible magnitude, là il faudra certainement avoir beaucoup plus de temps d'exposition. Donc souvent, ce qui peut être intéressant, c'est de consulter des DR d'experts. Typiquement, aller sur des chaînes YouTube voilà d'astrophotographes qui sont quand même des sachants, aller sur des forums, aller sur Astrobin, hein, où ces informations figurent. On voit bien combien les gens ont considéré tant d'exposition sur telle ou telle cible. Donc, ça peut être utile de s'en inspirer.
Ensuite, je mets cette indication privilégiée au moins 2 heures en fait d'exposition totale. Alors, je parle un peu dans le vide parce que ça dépend forcément de la cible, ça dépend forcément du site d'observation. Est-ce que c'est en race campagne, en montagne ou près de Paris, par exemple? Ça va pas se concevoir de la même manière. Ça dépend forcément aussi du dispositif optique, hein. Est-ce qu'on a un rapport focal sur diamètre? F sur D qui est très faible, de l'ordre de 3-4 ou qui est à 10, donc plein de facteurs qui interviennent. Je veux juste ici souligner le fait que souvent c'est plus long que le conçoit un débutant. Donc ça c'est un aspect qui est important à vraiment à signifier. C'est pourquoi en fait le plus fréquemment on est sur des durées de 4 heures, 6 heures, voire en image sur plusieurs nuits, hein. C'est notamment l'été où on a des nuits qui sont très courtes, ben, on va, quand on cible, mettons, une nébuleuse, très souvent on va photographier, si on veut 6 heures d'exposition totale, bah, 3 heures la première nuit, 3 heures la deuxième nuit, on est un peu coincé par la durée des nuits. On utilise aussi très fréquemment des filtres en astrophoto, et ces filtres, ben, comme le nom l'indique, bah, filtrent la lumière, donc atténuent finalement la quantité de photons qu'on va récupérer. Et c'est d'autant plus vrai que le filtre va être à bande étroite. Si par exemple on fait de l'imagerie à bande étroite, hein, par exemple du SHO, du HO, eh bien on va avoir typiquement si on utilise un L Ultimate, hein, comme je le fais moi, on va avoir finalement deux bandes d'intérêt, la bande O3 et la bande H-alpha, qui vont être chacune d'une largeur de 3 nanomètres. Donc on a vraiment très peu de lumière qui va passer donc à travers ces filtres. Et par conséquent, bah, va falloir plutôt tabler sur des temps d'exposition qui vont être plus longs, de façon à avoir un rapport signal-bruit qui sera quand même correct et avoir voilà, une image relativement exploitable par la suite. Euh, Justement, en parlant du rapport signal-bruit, donc qu'on appelle SNR, hein, donc en acronyme anglais, hein, Signal to Noise Ratio. Donc ça, c'est un rapport qui est tout à fait crucial, qui vous permet en fait de quantifier le signal moyen rapporté au bruit. Et on veut que ce ratio soit le plus élevé possible. Plus il est élevé, finalement, plus vous allez imager dans des conditions favorables. Et très souvent, en fait, en astrophotographie, ben, on s'intéresse à des ratios signal sur bruit qui sont au-delà de 50. Donc ça donne aussi des repères. J'en parlerai juste après. Est-ce qu'on est capable d'estimer ce SNR et en fonction de l'endroit où on se trouve et puis du matériel dont on dispose et de faire un peu du reverse engineering, c'est-à-dire de trouver le temps qui nous permettrait, le temps d'exposition totale qui nous permettrait justement de dépasser ou à minima d'avoisiner ce 50 de SNR. Et dernier aspect donc sur le sujet des stratégies de prise de vue, c'est la détermination du temps de pause unitaire. Donc on a évoqué juste avant le temps d'exposition totale. Ici, une fois qu'on s'est déterminé du coup un temps d'exposition totale, 2 heures, 4 heures, 6 heures, comment est-ce qu'on le saucissonne? On va devoir faire des pauses unitaires. Est-ce qu'on fait des pauses très longues en nombre plus réduit, ou au contraire très courtes en nombre très élevé? Ça, ce serait plutôt le schéma de ce qu'on appelle un lucky imaging. En ciel profond, quand même très souvent la pratique classique, hein, même si on fait du lucky imaging maintenant en ciel profond, mais la pratique classique c'est de faire quand même des temps de pause relativement longs, donc en nombre en conséquence plus réduit. Ouais. Alors comment est-ce qu'on détermine ces pauses unitaires? Même chose que tout à l'heure par dire d'experts, donc en s'inspirant de sites, de chaînes spécialisées, d'Astrobin par exemple. Ça donne déjà une première indication. Ensuite, la durée de pause, forcément, va dépendre de la qualité de la monture. Si on a une monture qui est moyenne, bah, vaudra mieux privilégier des temps de pause relativement courts. Si on a une monture excellente, il ne faudra pas non plus se leurrer, on arrivera difficilement à dépasser des temps de pause réellement conséquents. Moi, j'ai par exemple une NEQ6. Bah, sur ma NEQ6, hein, je ne peux pas dépasser 1 minute de temps de pause, ni même 1 minute 30. Alors, encore une fois, dans une certaine configuration, c'est-à-dire avec un tube de focale 1 mètre, hein, donc c'est pas très permissif, c'est quand même quelque chose qui zoome beaucoup. C'est sûr que si on image avec une focale de 250 mm, on aura une largeur de champ bien plus importante.
du coup moins de zoom et beaucoup plus de tolérance au niveau du risque de filet d'étoiles, hein. Mais bon, il faut avoir en tête que, en effet, sans appui supplémentaire, même avec une bonne monture, c'est quand même compliqué de dépasser une minute 30. Même si, voilà, il y a des techniques avec la periodic error correction voilà, qui permettent d'affiner un petit peu le suivi. Néanmoins, ce qui va nous permettre réellement de passer un cap, c'est le dispositif d'autoguidage. Ça, c'est certain, il va nous permettre d'augmenter de manière très très forte les temps de pause unitaires, hein. Ça va être facile avec un bon dispositif d'autoguidage d'aller au-delà de 5 minutes, 10 minutes. Après, quand même à peser le pour et le contre, hein, parce que si on fait une photo de 10 minutes et qu'on est dans une zone où beaucoup d'avions circulent, comme c'est mon cas, bah, il suffit qu'un avion circule sur un cliché de 10 minutes et s'affiche en l'air en fait l'intégralité de la pause de 10 minutes. Donc parfois on a envie de fractionner un petit peu plus le temps. Mais techniquement, on va dire que voilà, avec un bon autoguidage, on sait suivre longtemps. Après, aussi, faut temporiser ça avec les conditions de météo, par exemple. Si on s'aperçoit le soir de l'observation qu'on a beaucoup de vent, ah bah, autant réduire les temps de pause parce qu'on a un vrai risque de bouger. Il suffit d'avoir des micro-rafales et puis voilà, si on a des clichés de 5 minutes, on a toutes les chances d'avoir une petite rafale assez régulièrement dans nos clichés de 5 minutes et d'avoir une vraie perte donc d'informations en les jetant à la poubelle, alors même que si on avait fait des plus petites pauses, eh bien on aurait été voilà, on aurait conservé plus de temps d'exposition. Même chose avec les températures élevées et le bruit thermique. Et puis aussi un dernier aspect, on peut avoir la tentation, moi c'était ma tentation au début quand j'ai utilisé donc mon dispositif d'autoguidage, j'étais tout content d'avoir ça entre les mains, donc j'avais tendance à faire des pauses voilà, de 5 minutes sans trop me poser de questions. Et je suis en banlieue parisienne, j'ai beaucoup de pollution lumineuse, une vraie proximité avec Paris La Défense, donc beaucoup de pollution lumineuse. Et en réalité, bah, quand on image dans ces conditions-là, il vaut mieux privilégier des pauses un petit peu plus courtes pour préserver la dynamique de nos images. Pourquoi? Bah, parce que la dynamique, c'est quoi? C'est la différence entre les valeurs les plus élevées en fait de l'image et les valeurs les plus faibles, hein, les tons les plus clairs et les tons les plus sombres. Si on image en zone de pollution lumineuse, on va avoir le fond du ciel qui va être relativement gris, relativement clair. Donc on a une dynamique qui est plus faible enfin dans notre image, parce que entre l'étoile la plus brillante et le fond du ciel, on aura moins d'écart que si on était, mettons, en race campagne, où le fond du ciel bah, serait totalement noir et l'étoile serait parfaitement brillante, parfaitement blanche. Donc ça c'est une vraie problématique, et c'est pourquoi même si c'est souhaitable d'avoir quand même suffisamment de temps d'exposition unitaire, il faut quand même aussi calmer un petit peu ce paramètre de manière à préserver la dynamique des clichés. Et puis on peut l'optimiser, ce temps de pause unitaire, de manière plus scientifique, hein, en utilisant des techniques de théorie du signal. Par exemple, on va chercher à dominer le bruit de lecture avec le bruit de fond du ciel, par exemple. Et si on étend donc l'exposition de nos images brutes, eh bien on va accroître cette dominance de bruit de lecture par le bruit de fond du ciel. Donc ça va nous conduire à des temps de pause unitaires plus élevés, mais en même temps, si on tient compte d'un critère de dynamique, bon, on va au contraire chercher à contraindre le temps de pause unitaire et à faire en sorte qu'il ne franchisse pas un certain plafond. Et donc en jouant sur ces deux critères-là, notamment, on arrive à encadrer un temps de pause qui serait un temps de pause satisfaisant. Voilà, on peut aussi faire des analyses photométriques. Je ferai vraiment un tuto là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses hyper passionnantes à dire sur le sujet. On prend des clichés qu'on a fait et on fait tout un tas de calculs. On peut calculer vraiment le bruit du fond du ciel, on peut calculer le SQM finalement, le Sky Quality Meter de la zone dans laquelle on est, en comptabilisant le nombre de photons moyens donc du fond du ciel. Il y a énormément de choses passionnantes à faire, mais il faut prendre le temps, faut faire ça bien. On aura l'occasion de revenir sur ces notions-là.
Voilà, et peut-être en source, chose importante, là j'ai pris une capture de temps unitaires qui sont préconisés par Robin Glover, qui est le développeur de SharpCap, qui, pour différents indices de qualité de ciel, un Bortle 1 c'est très bien, Bortle 9 c'est catastrophique. Moi je suis plutôt Bortle 8, donc vraiment pas loin du Bortle 9. Et en fonction de l'ouverture de votre dispositif, hein, le rapport F sur D, 4, 5, etc., vous avez donc des temps qui sont proposés et qui sont voilà, des temps cohérents sur lesquels je reviendrai aussi quand je ferai un atelier dédié et j'expliquerai en détail comment ces temps-là sont calculés en pratique. Ouais. Voilà, donc j'espère que ce premier temps des tutos sur la préparation d'une soirée astro vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas donc à mettre un petit pouce bleu si les contenus vous ont plu. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires. C'est toujours très intéressant de pouvoir les parcourir après coup. Et puis m'indiquer les points également que vous souhaitez creuser. Ça permet de donner des idées. D'ici là, je vous souhaite un très bon ciel et je vous dis à très bientôt. Salut!